la décision de la Cour suprême sur la loi DOMA était une victoire pour tous qui veulent une égalité de la justice en vertu du droit. Mais cela crée des problèmes pour les États qui ne reconnaissent pas les mariages entre personnes de même sexe. Maintenant, c'est à vous que la décision incombe. Est-ce que vous allez faire en sorte que les prestations fédérales, telles que la sécurité sociale, soient accordées à tous les couples où qu'ils habitent? Et pouvez-vous parler de la nature historique des décisions d'hier? Est-ce que vous avez demandé au président Sall que l'homosexualité soit dépénalisée au Sénégal? Monsieur le président Sall, je me permets de vous remercier de votre hospitalité. Vous avez dit que vous embrassez la démocratie et la liberté. En tant que nouveau président de ce pays, est-ce que vous allez œuvrer pour dépénaliser l'homosexualité dans ce pays? Puis-je vous demander cette question à vous deux? Encore une question, parce que le monde nous regarde, parce que le président Mandela est dans une situation très fragile. Maintenant, puis-je vous demander de parler de son héritage et ce qu'il représente pour vous tous? Eh bien, tout premièrement, je pense que la décision de la Cour suprême hier était non seulement une victoire pour la communauté LGBT, mais je crois que c'était aussi une victoire pour la démocratie américaine. Je crois que l'essentiel de notre identité en tant qu'Américains se trouve ce concept fondamental en vertu duquel nous sommes tous égaux devant la loi. Nous croyons en l'équité fondamentale. Et je crois que la décision d'hier signifie la chose suivante. Il s'agit d'une étape de plus pour faire en sorte que ces principes fondamentaux s'appliquent à tout le monde. N'est-ce pas? Lorsque j'ai parlé à Mme Windsor, qui a 83 ans, et j'ai pensé aux 40 années de sa relation et de son partenaire qui est maintenant décédé, et elle qui a vécu assez longtemps pour voir ce jour, grâce auquel sa relation a constitué le moyen de faire en sorte que plus de personnes voient leurs droits reconnus, et cela est un témoignage de l'amour, de l'engagement qu'ils avaient pris. Et ça, c'était unique. Cela est un microcosme de ce que cela représente pour des familles et des enfants dans toute l'Amérique. Je crois que l'Amérique a pu être fière de ce jour. Bien. Comme vous l'avez dit, il y a toutes sortes de ramifications qui en découlent, car la Cour suprême n'a pas pris une décision qui s'applique sur le plan national, mais cela a tout simplement permis aux États de reconnaître la dignité entre personnes de même sexe, et en outre, le gouvernement fédéral peut nier les décisions de ces États. Nous devons maintenant analyser toutes les dispositions fédérales. Bien que nous n'ayons pas préjugé du résultat, j'ai demandé néanmoins à mon conseiller juridique à la Maison-Blanche de coopérer avec tous les juristes des ministères pour voir quelles seraient les dispositions, les statuts qui seraient concernés et quelles en seraient les conséquences pour nous sur le plan administratif, à savoir pour appliquer cette règle en vertu de laquelle les prestations fédérales s'appliquent à tous les couples mariés. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a encore beaucoup d'États qui ne reconnaissent pas cela, et la Cour suprême va laisser le choix aux États de prendre ces décisions, et nous allons procéder à une analyse juridique des conséquences. Pour ma part, je pense personnellement, et je m'exprime en tant que président et non en tant que juriste, je pense que si vous vous êtes marié au Massachusetts et si vous déménagez dans un autre État, eh bien, vous êtes toujours marié, mais au titre du droit fédéral, vous devriez pouvoir bénéficier des mêmes prestations au même titre que tout autre couple légalement marié. Et là, je parle en tant que président et non en tant qu'avocat. Nous allons analyser toutes ces questions et faire en sorte que nous puissions gérer ces questions de manière systématique et expéditive, car maintenant la Cour suprême a parlé. Il importe que les personnes qui méritent ces prestations les reçoivent rapidement. Je sais par exemple que Chuck Hagel
à parler du travail accompli sur ce terrain par le département de la Défense. Et ceci se répercutera au niveau de toutes les agences. Bien, cette question n'a pas été mentionnée durant ma conversation bilatérale avec le président Sall, mais permettez-moi de faire une déclaration d'ordre général. S'agissant de la question des homosexuels et des lesbiennes et de leur traitement, cela a été une question mentionnée et controversée dans beaucoup de régions d'Afrique. Je voudrais tout simplement que les Africains entendent ce que je crois tout simplement, à savoir, chaque pays, chaque groupement de population, chaque religion, chaque coutume, chaque tradition, mais s'agissant des points de vue personnels des individus, s'agissant des convictions religieuses, eh bien, à ce niveau-là, les diversités de points de vue doivent être respectées. Mais lorsqu'il s'agit de la manière dont l'État traite les gens, lorsqu'il s'agit de la manière dont le droit traite les gens, et à ce niveau-là, je pense que tout le monde doit être traité à égalité. Je ne crois en aucune discrimination de quelque nature que ce soit. Et cela est mon point de vue personnel. Et je m'exprime en tant que personne qui, bien sûr, vient d'un pays qui a connu une époque où les gens n'étaient pas traités de manière équitable au titre de la loi, et nous avons dû mener ce combat de longue haleine, ce combat des droits civiques, pour que cela se concrétise. Je pense par conséquent que, indifféremment de votre race, indifféremment de votre religion, de votre sexe et indifféremment de votre orientation sexuelle, lorsqu'il s'agit du traitement que vous bénéficiez au titre de la loi de l'État, eh bien, les droits, bénéfices et responsabilités au titre de la loi, eh bien, à ce niveau-là, tout le monde doit être traité de manière égale. Et cela est un principe qui s'applique sur le plan universel. Et le côté positif, c'est que c'est un principe dont il est très facile de se souvenir, car toutes les religions du monde sont basées sur cette notion fondamentale qui est incarnée par la règle d'or, c'est-à-dire vous traitez les gens comme vous souhaiteriez être traités vous-même. Et je crois que cela s'applique là aussi. Finalement, s'agissant de M. Mandela, je vous prie de m'exprimer. Excusez, Monsieur le Président, je sais qu'on essaye chez vous, on ne pose qu'une seule question, mais notre presse essaye d'y ajouter 3 ou 4 ou 5 questions à la fois. Mon premier acte en tant qu'activiste politique, c'était quand j'étais à Occidental College, j'avais 19 ans, et j'ai été impliqué dans le mouvement de lutte contre l'apartheid. C'était 1979-1980. Et car moi-même, j'ai été inspiré par les événements en Afrique du Sud. Et je crois qu'à l'époque, en fait, je ne pouvais pas imaginer que Nelson Mandela pourrait être un jour libéré, mais j'avais lu ses textes, ses discours, et j'ai compris qu'il s'agissait d'une personne qui croyait en ce principe fondamental dont je viens de parler, c'est-à-dire traiter les gens de manière égale. Et cette personne a été prête à sacrifier sa vie pour cette conviction. Lorsque j'étais en faculté de droit en 90-91, à ce moment-là, j'ai vu Nelson Mandela sortir de prison après 27 années d'incarcération. Non seulement a-t-il auguré la démocratie et le gouvernement de la majorité et le principe d'une personne, une voix en Afrique du Sud, mais tout aussi important, il a dit « j'accepte mes anciens oppresseurs, mes anciens geôliers, je crois en un seul pays, je crois que les gens doivent être jugés sur la base de leur caractère et non sur la base de leur couleur. » Et cela m'a donné un sentiment, ce sentiment du possible, de ce qui est possible dans le monde. Lorsque des gens intègres, lorsque des gens de bonne volonté travaillent ensemble pour une cause plus vaste. Bien sûr, nous pensons, nous accompagnons le peuple sud-africain dans nos prières. Nous pensons tout particulièrement à la famille de M. Mandela. Je me rendrai dans quelques jours en Afrique du Sud après avoir quitté le Sénégal. J'ai eu le privilège de pouvoir rencontrer Madiba
et de discuter avec lui. C'est un de mes héros personnels. Mais je ne suis pas le seul à penser comme cela. Je crois qu'en fait, il est un héros pour le monde entier. Et lorsqu'il nous quittera, je crois qu'il y a une chose que nous saurons tous, c'est que son bilan, son héritage sera pour les siècles. Merci beaucoup. Je voudrais peut-être donner la parole et réagir en même temps. Oui, M. Alassane. Bonjour, Monsieur le Président. Alassane Samba Diop, directeur de la RFM. Moi, je voudrais poser une question par rapport au contexte sous-régional. Le président Barack Obama est venu savoir si cette question a été abordée entre les deux présidents et que faut-il retenir de cela. L'autre question, là, les États-Unis interviennent pas militairement, mais ont un envoyé spécial en Casamance. Est-ce que les processus de paix en Casamance ont été évoqués entre les deux présidents? Merci. Je vous remercie. Monsieur le Président. De voir Madiba dans ces conditions d'hospitalisation depuis bientôt 3 semaines. Mon rêve le plus essentiel pour lui aurait été de souhaiter qu'il termine le siècle, qu'il termine ses 100 ans. Mais je crois que Mandela a donné un exemple pour le monde entier. Et pour nous, leaders politiques, je crois que nous devons beaucoup nous inspirer de son humilité et de sa capacité de renoncement, mais aussi de sa grandeur et du pardon qu'il a pu donner comme modèle. Je pense que le président Obama l'a dit, c'est plus qu'un idole pour nous tous. En tout cas, nous prions pour qu'il recouvre la liberté, parce que même s'il n'est plus là, nous devrions toujours nous inspirer de sa pensée et de son comportement pour que d'abord l'Afrique du Sud continue à être une nation arc-en-ciel, mais que les leaders du monde entier puissent s'inspirer de son exemple. Sur la question de l'homosexualité, Monsieur le Président, vous avez fait un long développement et vous avez dit quelque chose d'essentiel. Il y a des principes généraux que toutes les nations peuvent partager. C'est le respect de la personne humaine, c'est la non-discrimination. Mais ces questions, fondamentalement, sont des questions de société. Et qu'il ne saurait y avoir un modèle fixe, applicable pour toutes les nations, pour tous les pays. Il l'a bien dit, nous avons des cultures différentes, des religions différentes, des traditions différentes. Et même dans les pays où cela est aujourd'hui appliqué, la dépénalisation, le mariage homosexuel, les avis ne sont pas partagés. Le Sénégal, pour ce qui le concerne, est un pays tolérant qui ne fait pas de discrimination en termes de traitement sur les droits inaliénables de la personne. On ne dit pas à quelqu'un « tu ne seras pas recruté parce que tu es un homosexuel ». Tu n'as pas accès à tel emploi parce que tu as une orientation sexuelle autre. Mais on n'est pas prêt à dépénaliser l'homosexualité. Je l'ai dit déjà en Conseil des ministres, c'est l'option du Sénégal pour le moment, mais tout en respectant les droits des homosexuels. Et nous n'avons pas, pour l'instant, nous ne sommes pas disposés à lever cette disposition de la loi. Ce qui ne veut pas dire que nous sommes homophobes. Mais il faut que la société absorbe ces questions, qu'elle prenne le temps de les traiter sans qu'il y ait une pression ou une force à appliquer par rapport à ces questions. C'est comme la peine de mort. C'est des questions que chaque pays traite. Chez nous, nous l'avons abolie depuis longtemps. Dans d'autres pays, cela s'impose parce que la situation du pays l'exige. Et nous respectons en fait le choix de chaque pays.
Mais soyez rassurés, le Sénégal est un pays vraiment de liberté et les homosexuels ne sont pas pourchassés. Mais pour le moment, il faut aussi qu'ils respectent le choix des autres Sénégalais. Et surtout, nous avons des questions en discussion aujourd'hui sur l'adoption, par exemple, des enfants. C'est un débat, même au sein du gouvernement, très actif. L'Assemblée nationale va prendre le relais. Donc ce sont des questions qu'il faut laisser à la société. Elle régulera en fonction de l'évolution des mentalités, en fonction évidemment de ce que les gens considéreront comme acceptable ou pas acceptable. Donc, sur ce plan, c'est ce que je voulais dire. Pour revenir maintenant très rapidement sur la question de la sous-région marquée par la crise au Mali, bien entendu, nous en avons discuté très longuement et j'ai remercié le président Obama pour le soutien des États-Unis. Vous savez qu'aujourd'hui, ce sont les États-Unis qui donnent toute l'alimentation, quasiment tout le carburant utilisé par la ministrement, la force donc des Nations Unies pour le Mali, et qui intervient bien sûr au plan de la logistique après que la France ait eu une réaction que nous avons approuvée avec l'intervention de la force Serval. Nous avons travaillé aussi à développer un modèle de coopération. Le Sénégal coopère beaucoup avec les États-Unis au plan militaire et nous souhaitons, compte tenu de la permanence de cette menace globale du terrorisme, mais également des autres fléaux comme la drogue dans la sous-région, la traite des personnes, la circulation des armes et le piratage, nous avons souhaité et retenu de poursuivre la coopération et nos gouvernements, nos services respectifs vont poursuivre en tout cas ces consultations afin d'arriver à une plus grande efficacité pour les forces africaines, puisque je pense qu'il est temps aussi que l'Afrique règle les problèmes sur le théâtre africain. Pour ça, nous avons besoin du soutien des États-Unis en termes de capacité, en termes de matériel, en termes d'entraînement. Mais nous serons prêts pour faire face. Et le Sénégal continuera à fournir des soldats pour le maintien de la paix dans le monde. Il l'a dit, nous sommes présents aujourd'hui dans plus de 5 pays avec plus de 2000 soldats et nous pourrons monter en puissance si nous avons l'accompagnement nécessaire. Voilà, Monsieur le Président. Et pour terminer, la Casamance, bien sûr, nous l'avons évoqué. Je l'ai remercié aussi pour l'intérêt porté par les États-Unis sur la résolution de ce conflit. Il m'a encouragé dans les efforts de paix. Et j'ai sollicité également la contribution américaine dans les projets de développement, puisque l'une des réponses face à cette crise, c'est également de donner une perspective économique. Il faut la réconciliation, il faut la réinsertion, il faut le développement durable en Casamance. Et sur toutes ces questions, nous avons discuté. Et je remercie le président pour l'intérêt qu'il porte au Sénégal et à la Casamance. Thank you. Major. Monsieur le Président, Monsieur le Président Sall, nous vous remercions de votre hospitalité. Nous sommes très heureux dans votre pays. Monsieur le Président Obama, 2 sujets. S'agissant de vos commentaires concernant l'égalité, pouvez-vous nous donner votre réaction viscérale par rapport à la décision de la Cour suprême? Qu'allez-vous faire? S'agissant de l'affaire Snowden, il y a beaucoup de développements. On nous fait savoir qu'il pourrait avoir un sauf-conduit pour l'Équateur. Est-ce que vous allez utiliser des actifs militaires pour intercepter M. Snowden s'il quitte un jour la Russie pour chercher sauf-conduit vers un autre pays? Est-ce que vous n'êtes pas le président Xi de Chine ou le président Poutine personnellement? Dans le cas contraire, pourquoi? Et quel est votre niveau de frustration ou de colère compte tenu de la défiance et de l'indifférence russes qui ont totalement compliqué le dossier de M. Snowden et qui a donné lieu à un jeu international de chat et la souris, et cela vire presque à la farce. Permettez-moi de parler tout d'abord de la question de la loi sur le vote. La loi sur le droit de vote dont les paragraphes 3, 4 et 5 sont les éléments qui donnent du pouvoir politique aux Afro-Américains qui débouchent sur tout un ensemble d'autres mesures pour faire en sorte que l'Amérique soit un pays plus juste et plus égalitaire. Et cela était la pierre angulaire. Et la culmination d'années de combats, de douleurs, de larmes et parfois de décès.
Peut-être ne serais-je pas ici en tant que président sans le combat de ceux qui ont lutté pour faire voter cette loi sur le droit de vote. Je crois que la Cour suprême s'est trompée dans cette décision, mais cette décision existe, elle est là. Je crois que la Cour suprême n'a pas reconnu à quel point la suppression du vote constitue toujours un problème dans le pays et qu'il est logique que l'on mette en place des mécanismes veillant à ce que l'on contrôle, à ce que l'on lutte contre les pratiques et procédures qui pourraient rendre plus difficile le vote pour des personnes dans des régions où il y a eu, dans le passé, de la discrimination. Et une des raisons étant majeure, c'est que bien que l'on puisse toujours déposer plainte s'il y a discrimination, si vous n'avez pas les structures des sections 3, 4 et 5 en vigueur en amont, eh bien, le problème pourrait être terminé avant que la plainte ne soit déposée ou avant qu'il n'y ait de décision de justice. Donc, il pourrait être trop tard. Cela dit, la Cour suprême a tranché. Le Congrès ne peut pas invalider cet aspect spécifique de cette décision. Mais la chose positive, c'est qu'il y a d'autres solutions potentielles. Et le remède potentiel, c'est de faire en sorte tout simplement que tout le monde dans le pays puisse voter. C'est-à-dire, partout dans le pays, il faut éviter qu'il y ait des files d'attente de 7 heures. Il faut éviter qu'il y ait des mécanismes en vigueur compliquant la possibilité de voter pour les populations. Au contraire, nous devrions nous doter de mécanismes qui simplifient le vote. Et cela relève des pouvoirs du Congrès. Le Congrès n'a pas besoin de cibler ou d'identifier une juridiction particulière. Le Congrès peut désormais décider que, indifféremment de votre lieu d'habitation, il y aura diverses règles qui s'appliqueront aux élections. Car, comme vous le savez, juste après l'élection, nous avions constaté certains de ces problèmes. Je donnais ordre à un de mes conseillers, Bob Bauer, de coopérer avec un conseiller de M. Mitt Romney, de travailler ensemble pour faire en sorte que le vote soit plus facile pour la population. Je sais que chaque fois que l'on aborde cette question du droit de vote, inévitablement, il y a des pensées partisanes qui occupent les pensées des gens quant à savoir qui en profitera, qui en sera désavantagé. Mais à la lueur de ces décisions de la Cour, je pense que nous pouvons tous être d'accord sur le fait que les gens doivent avoir le droit de voter. Il ne doit pas y avoir de restrictions quant au vote. Il ne doit pas y avoir tout un ensemble d'obstacles avant de voter et il devrait y avoir une certaine uniformité en ce qui concerne l'application de cette règle. C'est la pierre angulaire de notre démocratie. C'est ce qui permet à notre démocratie de fonctionner. Et j'ai hâte de travailler avec les démocrates et les républicains de manière non partisane pour faire en sorte que si vous êtes citoyen des États-Unis d'Amérique, vous pouvez voter, vous, sans connaître tout un ensemble d'obstacles, indifféremment de votre race ou de votre affiliation politique. Bien, s'agissant de M. Snowden, nous avons